Bonsoir, à la une de l'actualité alsacienne ce soir, acte 12 pour les Gilets jaunes. Alors que le mouvement s'essouffle, la lutte continue dans la région. Les journées universitaires sont de retour au parc des expositions à Strasbourg. Et puis, nous partirons à la découverte de la cuisine japonaise au lycée hôtelier Alexandre Dumas. Mais on commence avec du football et un soir de fête hier à la Méno. Irrésistible depuis le début de l'année, le Racing s'est en effet qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Tout avait pourtant mal démarré quand après un quart d'heure de jeu sur ce corner, Binguru Kamara relâche le ballon sur Sankaré qui ouvre la marque. 1-0 pour Bordeaux, c'est le score à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, le Racing enflamme le match. Le centre de Kenny Lala est repoussé, mais revient sur Ludovic Ajorc qui égalise. À peine 5 minutes plus tard, Kenny Lala trouve cette fois Lebo Motiba 2-1 pour le Racing. La Méno chavire encore quand sur ce coup franc, la remise de la tête de Ajorc trouve Lebo Motiba. En 15 minutes, le Racing a gagné le match. Bordeaux réduit le score dans les dernières minutes, mais le Racing ne lâche pas son billet pour la finale. Le 30 mars prochain, les Strasbourgeois affronteront Guingamp en finale à Lille. 8 ans après avoir été placé en liquidation judiciaire et être reparti de 5e division, le Racing tentera de décrocher un nouveau trophée et de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Après 12 semaines de manifestations, le mouvement des Gilets jaunes continue. Le prochain rendez-vous est donné samedi devant le Parlement européen à Strasbourg. En marge de cette manifestation, les Gilets jaunes d'Erstein et alentour déposent des questionnaires dans les boîtes aux lettres. Le but, mobiliser un maximum de citoyens. Cécile Motz est allée à leur rencontre. Y a-t-il une vie après les ronds-points ? C'est dans leur QG à Erstein que certains Gilets jaunes préparent la suite. Et ici, elle prend la forme d'un questionnaire. 2 pages pour rassembler les revendications concernant le pouvoir d'achat, la fiscalité, les services publics, l'État et la citoyenneté. 12 000 seront ainsi distribués dans les prochains jours dans les boîtes aux lettres des habitants d'Erstein et des communes alentours. Il faut absolument mobiliser le plus de gens possible et nous sommes intéressés par leur avis. Et ce questionnaire est simple, il suffit qu'ils le remplissent s'ils veulent, c'est libre de leur choix. Ils ne sont pas obligés de mettre leur nom ou prénom ou leur fonction. L'idée aussi, c'est de contourner l'absence de réunions qui sont malheureusement assez peu organisées, surtout en milieu rural. Donc on va introduire le débat Macron directement chez les gens. On lâche rien sur tous les plans et là on est sur quelque chose de plus réfléchi, voilà, qui s'inscrit un petit peu dans la durée et dans le débat que souhaite Macron. Il ne pourra pas être dit qu'on n'a pas saisi l'occasion de faire parler, d'échanger, de faire réfléchir les gens et surtout d'en faire part. Le questionnaire peut être envoyé par email ou remis directement au quartier général d'Erstein. Les Gilets jaunes seront également devant les mairies le 23 février. Puis il s'agira de réaliser une synthèse et de la faire parvenir au gouvernement. Et pour les engagés de la première heure, ce n'est que le début. J'aimerais réunir tous les Gilets jaunes afin qu'on puisse parler avec les forces de l'ordre, que ce soit policiers, CRS, gendarmes, qui nous écoutent bien. Nous sommes en train de nous battre des citoyens contre citoyens. On a créé plusieurs choses et là aujourd'hui, moi je pense que ça peut continuer et on peut encore monter plus loin. On fait le maximum parce qu'il y a des choses à faire des deux côtés, que ce soit dans la rue ou que ce soit plus démocratiquement. Il faut qu'on essaye de tous les côtés, on n'arrêtera pas. La mobilisation continue donc tout azimut. Ils seront samedi matin à Strasbourg et devant le Parlement européen. Un salon pour préparer son orientation. Les journées universitaires, c'est près de 700 formations et 130 exposants de l'enseignement supérieur réunis au parc des expositions du Wacken. L'occasion pour les milliers de jeunes de choisir leur future formation et se préparer à la vie étudiante. Zoom sur l'apprentissage avec Adeline Piron. Et après le bac, tu fais quoi ? Les lycéens connaissent bien la question et pour y répondre, ils se sont donné rendez-vous aux journées universitaires ce matin. Parmi les formations proposées, celle de l'apprentissage rencontre un succès grandissant. Ce sont des formations qui se développent beaucoup, que les jeunes demandent de plus en plus, puisqu'elles permettent d'allier vraiment à la fois une formation universitaire et une première expérience en entreprise. Les apprentis sont rémunérés, donc c'est un certain pourcentage du SMIC. Donc ça peut aller de 27% du SMIC jusqu'à 100%. Et donc pour les apprentis, leur formation est également gratuite. Donc c'est effectivement un élément qui attire de plus en plus de jeunes. L'apprentissage après le bac, c'est donc possible. Si la voie n'est pour le moment pas royale, elle tente à s'étendre,
tous les domaines sont concernés et à tous les niveaux. Du bac+2 au bac+5, ces formations permettent une plus grande professionnalisation. Il va y avoir une professionnalisation par rapport au métier. Par exemple, si on est dans un service ressources humaines ou chez un notaire, on va pouvoir voir vraiment la réalité du métier, ce qui se passe durant une semaine et sur une année, avec tout ce qui peut se produire, par exemple les aléas, parler à des clients, ce genre de choses. Mettre la main à la pâte, c'est ce dont a envie cet élève de terminale. Je voudrais faire un BTS en alternance parce que c'est une expérience en plus. C'est un côté plus pratique aussi que juste les cours théoriques et tout. Et je trouve qu'on a déjà fait assez de cours en salle et tout ça. Donc il faut changer un peu. Et je trouve que être avec une entreprise, ça permet de mettre en pratique aussi tout de suite ce qu'on apprend en cours. C'est surtout pour le futur. Après, quand on va voir des entreprises, déjà souvent l'entreprise avec laquelle on a fait en alternance, ils nous gardent encore. Et puis sinon, quand on voit des entreprises, on peut leur dire j'ai déjà fait 2 ans en alternance, j'ai déjà une petite expérience et tout ça. Et c'est un plus vraiment. Si les lycéens ont fait leur choix, il ne reste plus qu'à formuler les vœux sur Parcoursup et à convaincre les parents. Rencontre entre la cuisine japonaise et française. Dans le cadre de la semaine de la gastronomie, 4 chefs japonais sont venus présenter leur savoir-faire aux élèves du lycée Alexandre Dumas à Elkirch-Gravenstaden. Au programme, des ateliers de recettes traditionnelles et duos de culture culinaire en pâtisserie. Plus d'explications en images. D'abord, on va mettre tous les fruits. Donc il y a pamplemousse rose et le grenade qui apporte texture et la couleur. Couteau affûté, présentation faite, les lycéens passent directement à la pratique. Cet après-midi, dans les cuisines du lycée hôtelier d'Ilkirch, les chefs japonais sont venus montrer leur savoir-faire et présenter des plats traditionnels de leur pays. L'enjeu, découvrir une culture culinaire étrangère et entre les saveurs japonaises et les recettes françaises, la compatibilité est bien là. Kaika Nagae, chef pâtissière, a fait de cette double culture une force. J'ai exprès choisi la recette très traditionnelle française pour dire que c'est avec l'ouverture de l'esprit, on peut intégrer plein de choses à sa propre vision. Donc j'ai utilisé yuzu, on peut utiliser le citron jaune, orange, tout tas d'autres choses, comme ça pourrait être d'autres agrumes mexicains ou d'autres choses. Voilà. Et qu'il n'y a pas de frontières dans la cuisine. Les ateliers s'enchaînent tout au long de l'après-midi. Utilisation des produits japonais comme la farine de riz dans les desserts français ou encore dégustation de saké pour les sommeliers. Ce panorama de la culture nippone offre aux lycéens des compétences pour leur avenir professionnel. Les compétences au niveau de la pâtisserie, là on va être vraiment sur la malléabilité des produits, la connaissance au niveau des nouveaux produits et les produits internationaux. Donc ça leur fait une ouverture d'esprit par rapport aux produits français. La valeur supplémentaire, c'est surtout de pouvoir se diversifier demain par rapport à la clientèle de la restauration française. Et de plus en plus, la cuisine française s'ouvre sur le monde. Donc on est obligé de découvrir ces nouveaux produits pour les intégrer et capter une nouvelle clientèle. Et les élèves ont beaucoup à apprendre puisque les différences entre les cuisines japonaises et françaises sont nombreuses. Ainsi, ce voyage culinaire au pays du soleil levant est avant tout un moyen pour les lycéens de développer leur propre cuisine et pourquoi pas de susciter des vocations. Côté éducation toujours, mais cette fois-ci en sport. Les lycéens mettent cette semaine les cours entre parenthèses pour se confronter sur un terrain de basketball. 8 équipes féminines et 8 masculines venues des 4 coins de la France s'affrontent à Colmar depuis lundi, à l'occasion du championnat de France de l'Union nationale du sport scolaire. Un reportage de Marine Zis. Voir un match officiel de basketball dans un gymnase un après-midi en pleine semaine, ce n'est pas habituel. Et pourtant, le complexe sportif de la Montagne Verte à Colmar accueillait aujourd'hui les finales du championnat de France UNSS. L'occasion pour les élèves de différentes sections sportives de se confronter à d'autres joueurs et surtout de rêver pourquoi pas au titre de champion de France qui permettra de se qualifier pour le championnat du monde. Jouer un championnat du monde, c'est pas donné à tout le monde. Même une finale de championnat de France, des personnes n'en joueront peut-être jamais. Donc bien sûr qu'on doit prendre plein de plaisir à faire ça et on doit profiter de chaque moment. Tout au long du tournoi, les acteurs de la compétition, ce sont les joueurs bien sûr, mais pas que. Thibaut n'est pas basketteur et pourtant il participe bel et bien au championnat. Il fait partie des jeunes reporters. Le rôle principal des jeunes reporters, c'est de transmettre ce qui se passe, les informations, par exemple là, les résultats des matchs, aux familles ou aux gens qui ne participent pas à l'événement. Ça me permet déjà de participer au championnat, oui, et ça me fait vivre ma passion parce que j'aime beaucoup ça.
Comme lui, d'autres lycéens non basketteurs prennent part à l'événement en tant qu'opérateurs de la table marque, arbitre ou encore jeune coach. C'est de permettre aux élèves qui n'ont pas tous des qualités sportives exceptionnelles de quand même intégrer l'UNSS et de partager plus que du sport parce que c'est notre maxime à l'UNSS. Au-delà de l'enjeu sportif, l'UNSS c'est surtout le moyen de former les citoyens de demain dans un cadre différent de celui des cours obligatoires. Et dans la région, ils sont nombreux à prendre part à ces activités extrascolaires. C'est à peu près 40 000 licenciés dans les 265 collèges et lycées de l'Académie de Strasbourg qui sont affiliés à l'UNSS. Le prochain temps fort du UNSS pour les basketteurs, ce sera au mois d'avril pour le championnat du monde en Grèce. Un lycée angevin représentera la France chez les filles. Chez les garçons, il s'agit d'un lycée de Chalon-sur-Saône. Les Rouges ont remporté le titre de champion de France en fin d'après-midi face à une équipe alsacienne en bleu, celle du lycée Marc Bloch de Bischheim. Les prix du patrimoine fêtent cette année leur 3e édition. Créés par les notaires du Haut-Rhin, ils permettent de récompenser les réalisations qui défendent le patrimoine dans le département. Céline Marie Gésier a reçu un prix pour sa monographie « La couleur pour chemin », un livre dédié à son père, l'artiste Pierre Gessier. Nora Boiriwa. La couleur pour chemin retrace les 60 ans de création du peintre et céramiste sungovien Pierre Gessier. Derrière la plume, sa fille, Céline Marie Gessier, elle a ainsi voulu rendre hommage à son père décédé en 2007. Je dirais qu'il y a des jalons importants qui sont ceux, notamment bien sûr quand il sort de l'école des Beaux-Arts à Paris, qu'il a eu sur concours d'entrée quand il avait seulement 20 ans. Et ensuite, deuxième période clé, il est passé par son service militaire, où il est resté 28 mois en Algérie. Deuxième période clé, puisque là, il a découvert d'autres couleurs aussi, par rapport à son Songo natal, on va dire peut-être plus vive, en tout cas, quant à la lumière. Et puis ensuite, c'est le mariage, bien évidemment, prochain jalon, où il rencontre ma mère et en l'occurrence, il découvre plutôt la palette des bleus et des ocres, avec la Bretagne, puisqu'elle est bretonne. Pendant 8 mois, Céline Marie Gessier a dû faire l'inventaire de l'ensemble des réalisations de son père, qui produisait une centaine d'œuvres par an. Pierre Gessier porta haut et fort les couleurs de l'Alsace en France, mais aussi par-delà nos frontières. Il y a notamment une magnifique œuvre qui représente surtout le village natal de sa maman, en l'occurrence Buttevillers, qui a été passé sur Pékin, qui est à Canton, qui a fait un voyage parce qu'une commission culturelle avait remarqué ses œuvres, justement, en l'occurrence au Salon des artistes français. Avec cet ouvrage, Céline Marie Gessier espère bien remporter le prix du patrimoine, décerné par les notaires du Haut-Rhin le 8 février prochain. Le vote se fait en ligne sur le site web du journal L'Alsace jusqu'au 3 février à minuit. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour d'Olivier Anne. C'est un objet unique au monde qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Il s'agit d'une barrique de vin en cristal. Elle trouve place au château Laforie-Péraguet en Gironde. Elle a été réalisée pour les 400 ans du château. Seuls ses cerceaux sont en cuir, tout le reste est en cristal jusqu'au rivet. Il aura fallu 2 ans de préparation, 2000 heures de travail et 12 corps de métier pour créer cet objet d'exception, assemblé et décoré à la manufacture Lalique de Vingen-sur-Moder. La barrique pèse 400 kg et remplie de 225 litres de sauterne. Sur son fond transparent, on peut y voir la gravure de René Lalique, femme et raisin. Cet objet bien trop fragile et trop lourd pour être utilisé orne aujourd'hui la vinothèque d'un chai du château, aux côtés d'autres objets hors du commun en cristal, comme une impériale et une caisse transparente de 6 bouteilles. Seul mystère, le prix, qui n'a pas été révélé.